ce soir, parce que toi et moi, on se ressemble beaucoup. On a passé beaucoup de temps à regarder le ciel, les étoiles, l'univers. Et je pense qu'on a aussi passé beaucoup de temps chez notre coiffeur, toi et moi. Et donc, c'était pour savoir si tu penses que pour être un bon scientifique, un bon chercheur, il faut avoir une belle barbe bien soignée. Merci à Galilée, mais je ne sais pas quoi répondre, mais je suis content, après avoir invoqué sa présence ici, oui. qu'il a été là directement. Alors, est-ce qu'il y a du hasard? Ah, si, il y a du hasard. Je pensais que tu ne croyais pas au hasard. Non. Moi, je pense qu'il y a la physique quantique, c'est pas ma croyance, c'est la physique quantique. La physique atomique implique qu'il y a dans le comportement de la matière une partie non déterminée. Ça, c'est fondamental pour que la physique quantique marche. C'est ce que disait cette fameuse discussion entre Einstein et Niels Bohr. Einstein ne croyait pas au hasard. Il a fait passé toute la fin de sa vie pour essayer de montrer qu'il n'y avait pas de hasard, sans succès, parce que la mécanique quantique est toujours là, et c'est la bonne théorie. Et un jour, il discutait avec Niels Bohr, qui est un grand physicien, un des plus importants fondateurs de la physique quantique. Et Einstein a dit à Niels Bohr, « Ne me dis pas que Dieu joue au dé. » Et Niels Bohr a répondu, « Einstein, Albert, parce qu'il s'appelait pas leur prénom, Albert, cesse de dire à Dieu comment il doit se comporter. » La réalité, c'est que la physique quantique impose un certain niveau de hasard dans la réalité et que je crois que c'est un petit peu assez définitif, bien que dans la réalité, rien ne soit jamais totalement définitif. Mais enfin, c'est bien implanté et ce serait vraiment un changement majeur de toute la connaissance si Einstein avait eu raison. Juste avant qu'on passe aux prochaines questions, parce que tu parlais tout à l'heure d'une question que tu regrettais un peu de ne plus être là pour les grandes découvertes scientifiques, mais tu aurais pu faire comme Walt Disney, 2 millions de cryogènes. Oui, évidemment, mais ce n'est pas garanti qu'on sorte dans de bonnes conditions. Il y a ça. Gilles. Bonjour Gilles. Bonsoir Monsieur Rive. Donc ma question, je m'appelle Gilles Goebbels, je suis étudiant en communication à l'université de Louvain-la-Neuve. Ma question est très courte, mais elle n'est pas forcément simple, puisqu'elle est très philosophique. Peut-on être un bon scientifique et croire en Dieu? Merci. Oui, la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. On peut être un excellent scientifique et être croyant, j'en connais. On peut être un excellent scientifique et être totalement athée. Il n'y a aucune corrélation entre les deux parce que ça ne touche pas à la même partie, justement, de la personne. La science, ça touche au mental, au raisonnement et tout ça. La question religieuse, c'est plutôt au sens des valeurs. Et ça dépend de votre personnalité, ça dépend de votre enfance, ça dépend de vos parents. Pourquoi quelqu'un a-t-il telle ou telle opinion sur le plan religieux? C'est quelque chose qui lui est propre et qui dépend de son propre parcours. Et c'est totalement indépendant de est-ce que vous êtes un bon scientifique ou non. Voilà, ma réponse c'est qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais sur l'origine de la vie et de l'univers, oui. On se pose les mêmes questions. Pas vraiment. Non. La démarche scientifique, c'est de voir comment ça marche, comment c'est organisé. Mais si vous demandez, par exemple, est-ce qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers, ça, la science ne peut rien vous répondre. Non. Là, vous êtes dans la question personnelle. Chacun a son impression, son intuition, qui peut changer au cours de votre vie, par exemple. Il y a des gens qui deviennent athées en une partie de leur vie, puis après qui redeviennent croyants, qui se convertissent. Enfin, vous n'avez qu'à voir les gens autour de vous. Ce sont deux fonctions totalement différentes. Mais je pense, jusqu'à ta jeunesse, tu étais une Roman catholique, une catholique. Ah oui, j'étais élevé dans la religion catholique. Et maintenant? Maintenant, j'ai beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. OK. Merci. Alessandro. Alessandro. Hi, Alessandro. Bonsoir, Monsieur Rives. Je suis étudiant en chimie en première à Louvain-la-Neuve. Et ma question est la suivante. Vu l'importance de la politique de nos jours,
est-ce que vous n'avez pas envie de vous impliquer dans cette politique et pour faire avancer les choses voilà. Oui. Alors, il y a deux façons très différentes de faire de la politique. Ou bien s'inscrire dans un parti, ou bien rester hors, mais influencer la politique. Ma position, c'est la seconde. C'est-à-dire de ne pas avoir une étiquette, parce que quand vous avez une étiquette, vous êtes rejeté par les autres, vous entrez dans un clivage très malheureux, si vous êtes à gauche, à droite, etc. C'est au contraire de rester, et là je parle aussi de notre mouvement, de notre association, nous voulons mettre la pression sur les dirigeants pour qu'ils fassent quelque chose, qu'ils tiennent leurs promesses. Par exemple, nous mettons beaucoup de pression sur M. François Hollande, qui est, comme vous savez, le président. François Hollande a fait beaucoup de promesses pendant sa campagne électorale, mais ces promesses, il y en a beaucoup maintenant qui restent en suspens. En particulier d'avoir une agence pour la biodiversité qui a des grands problèmes aujourd'hui. Eh bien, nous le talonnons pour qu'il fasse quelque chose, lui rappeler qu'il a fait des promesses et qu'il doit s'en occuper. C'est-à-dire que nous restons en dehors du champ politique, mais nous mettons la pression sur ceux qui ont le pouvoir, parce qu'évidemment, c'est plus rentable. Si vous touchez à des gens qui ont le pouvoir, vous avez plus de possibilités que si vous vous inscrivez dans un petit parti qui ne compte pratiquement pas, ou je ne sais pas. Mais ici, nous sommes au cœur du Parlement européen. Donc, ensemble, on est plus fort. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus? Ça dépend de quelle façon. Justement, quand on élire, évidemment, c'est important, c'est de choisir des gens responsables. Mais après coup, ce qu'on appelle la politique participative, ça dit qu'on ne dit pas maintenant vous êtes élu, vous faites ce que vous voulez. On met la pression sur les dirigeants qui sont au pouvoir, et donc pour qu'ils fassent des choses qui nous paraissent raisonnables. Moi, c'est plutôt ma vision de la politique. Demain, si ce monsieur se met aux têtes d'un parti politique, on votera tous pour lui. Merci. Hein? Tu ne trouves pas ça frustrant que des trucs flagrants comme nos océans qui sont en train de se vider, quand on n'arrive pas à mettre un accord? L'Europe fait beaucoup pour être pour cet accord. On travaille beaucoup là-dessus. Oui. Mais mondial, globalement, oui. C'est pas frustrant? On ne peut pas faire quelque chose? Ben, il y a eu récemment cette campagne pour essayer d'arrêter les pêches en grande profondeur, ce qui est très important. Comme il n'y a plus de poissons en surface, on dit ben, on va aller au fond. Et puis quand on arrivera au fond, mais il n'y en aura plus non plus. Il y a vraiment quelque chose qui est tout à fait destructeur aujourd'hui, de dire on pêche. Aujourd'hui, nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Vous voyez, on a atteint la limite qui fait qu'on se dirige rapidement vers un océan vide de poissons. Et des décisions doivent se prendre avec, évidemment, beaucoup de gens qui sont intéressés financièrement à arrêter, à continuer, mais qui ne veulent pas se rendre compte du fait que s'ils continuent, c'est foutu de toute façon. Et tu as un point de vue de tout ce qu'a fait l'Union européenne là-dessus depuis? Ben, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits par l'Union européenne, certainement. La technique REACH sur les produits toxiques qui doivent être étudiés par les gens qui les fabriquent eux-mêmes, les instituts pharmaceutiques. Il y a eu beaucoup de choses positives. Est-ce que c'est assez rapide? C'est toujours la question. Les détériorations se poursuivent, les restaurations se poursuivent. Est-ce que les restaurations sont assez rapides pour rencontrer la détérioration? On ne sait pas. Par exemple, on dit qu'il faut arrêter d'émettre du gaz carbonique. On se dit que pour stabiliser la température, il faudrait réduire la quantité de gaz carbonique de 60 à 80 %. Ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on fait? En pratique, on l'augmente de 3 % chaque année. Alors, il y a des efforts qui sont faits. L'Europe a une attitude à diminuer ses émissions de gaz carbonique. Il se trouve que les principales contributions, c'est le sud-est asiatique. C'est la Chine, le Vietnam, tous ces pays. Ces gens sont en train de passer d'une grande pauvreté à un mode de vie plus vivable. Est-ce qu'on peut leur dire non? Cessez de vous enrichir, vous êtes dans la pauvreté, vous nous asphyxiez. On peut comprendre que ces gens ont envie d'avoir un niveau de vie comparable au nôtre,
mais ça veut dire en pratique que le gaz carbonique continue à augmenter, que la température va augmenter. Alors comment en sortir? Ben, rien n'est simple. Mais on est sur la bonne voie. Tu restes optimiste? Alors je vais vous dire, souvent on me demande si je suis optimiste ou pessimiste. J'aime bien citer une phrase de Jean Monnet, qui est un politique français, qui est un de ceux qui ont fait l'Europe. Et dans les années 50, quand on essayait de faire l'Europe et que personne n'y croyait, personne ne pensait que les Français et les Allemands pourraient un jour être ensemble, eh bien, on demandait à Jean Monnet, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste par rapport à l'Europe? Bon, vous voyez le résultat, on est en plein dedans, il y avait de quoi être optimiste. Mais à ce moment-là, c'était loin d'être évident. Et Jean Monnet répondait, l'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire, quoi qu'il arrive. Peut-être ça ne donnera rien, peut-être ça donnera quelque chose. Je crois que c'est l'attitude que nous devons adopter, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on pense qu'il faut faire et le faire quoi qu'il arrive. On en est là. Well, c'est bien mon travail quand même de pouvoir rencontrer des hommes pareils. Je suis content d'être là. Bon, quelques dernières questions. Grégoire. Grégoire? Oui, Hello, bonjour. Grégoire. Bonjour Yves. Donc, je m'appelle Grégoire, je suis étudiant à Bruxelles, mais aussi j'organise un festival qui s'appelle le Festival Regard Croisé. Et tout simplement, on a un groupe de jeunes et on se pose beaucoup de questions par rapport à l'environnement, par rapport à la science. Et justement, j'ai une question par rapport à ça, par rapport à la science, c'est par rapport à l'éthique du scientifique. Est-ce qu'un scientifique, justement, doit continuer ses recherches si ses recherches, justement, vont à l'encontre de son éthique, tout simplement, et de sa responsabilité? Je peux donner un exemple avec tout simplement les expériences qu'on mène sur les animaux, ou aussi tout simplement avec le clonage, ou même avec tout ce qui se passe au niveau nucléaire. Je voulais savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Oui, ben, c'est une vraie question, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la science est très présente dans notre vie quotidienne. Ça ne se posait pas il y a 2 siècles, mais aujourd'hui, avec le problème du nucléaire, avec le problème des OGM, avec les problèmes des nanotechnologies, toutes ces questions se posent aujourd'hui et qui montrent que l'influence de la science a un tel impact sur notre vie quotidienne qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi et qu'il faut avoir un certain contrôle. Et c'est de là que naissent les agences de bioéthique dont le rôle précisément est d'essayer d'encourager ou de décourager des projets qui pourraient avoir une influence négative sur l'avenir de la société. Alors, quels sont les moyens d'action d'une agence de bioéthique? Bien, les moyens, ils existent. Ce sont les subventions. Les subventions de ces projets qui pourraient être négatifs, par exemple faire des bombes atomiques, demandent beaucoup d'argent. Et c'est à ce niveau que se jouent les possibilités. Des agences comme ici, l'agence européenne, la Commission européenne, peut justement, et a déjà justement, des gens qui peuvent essayer de faire concilier la puissance de l'esprit humain, qui est capable de faire des bombes atomiques et de faire sauter la planète, de la concilier avec justement les urgences, les besoins de la société pour avoir une vie convenable. C'est un problème très présent, mais qui touche déjà, auquel beaucoup de gens réagissent maintenant, et ça devient présent, encore une fois, parce que la science, ce n'est plus simplement quelque chose d'un jeu, mais c'est quelque chose qui nous influence et qui nous influencera de plus en plus. C'est pas prévu, mais moi je voudrais juste faire, on va être fâché avec moi, mais je voudrais juste faire avant qu'on termine l'émission, s'il y a d'autres questions du général, c'est peut-être la dernière fois que nous allons voir ce grand monsieur. Pas que tu vas partir, je veux dire, la dernière fois. Merci. Ici sur la RTPF, peut-être. Donc, il faut prendre l'occasion maintenant ou jamais. Tu vois, maintenant, on n'a pas beaucoup de temps, mais vas-y, on prend la fille. Vas-y. Alors, Monsieur Rive, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Eline, je suis étudiante en communication à l'ISFSC ici à Bruxelles.
Et j'aurais voulu vous poser une petite question. Le fait d'avoir une vie finalement si mouvementée, de par vos différents projets, de par vos différents voyages, est-ce que c'était un choix de vie au départ ou est-ce que c'est des rencontres qui ont suscité finalement tous ces voyages? C'était tout à fait imprévu. Moi, quand j'ai commencé à faire des sciences, je me voyais dans un laboratoire ou un observatoire avoir ma vie. Ce n'est pas prévu à cette période que je serais amené par le fait que j'ai écrit des bouquins qui ont eu du succès, finalement, c'est ça qui s'est passé. Si vous écrivez un livre qui a du succès, vous devenez médiatique et vous êtes demandé pour faire des conférences un peu partout. Ce que je n'avais pas prévu, mais ce qui me plaît beaucoup, je ne m'en plains pas. Pour moi, c'est un heureux destin, disons, qui fait que sans l'avoir organisé, je me trouve à pouvoir enseigner, à faire des conférences un peu partout dans le monde. D'autres questions? Libre-échange. On va peut-être prendre un monsieur, ce qu'on appelle là, au milieu, là. Monsieur Rive, bonsoir. Je m'appelle Bernard, je suis étudiant à l'ULG. J'aurais souhaité savoir si vous avez quelques conseils à donner à cette génération qu'est la nôtre, qui arrive tout doucement dans la vie active et qui voit quotidiennement des nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes concernant la croissance, le taux d'emploi, etc. Merci. Oui, un conseil à donner, c'est une vigilance. C'est une vigilance. Plusieurs d'entre vous, peut-être, deviendront ingénieurs ou en tout cas, vous aurez des responsabilités sur le devenir du pays de façon différente. Dans le passé, la dimension planétaire ne comptait pas. On ne se préoccupait pas de ce quelle pouvait être l'influence d'un projet immobilier ou autre, n'importe lequel, ou pharmaceutique, sur l'avenir. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus conscients du fait que ce que nous faisons aujourd'hui que la Terre est presque pleine de gens et qu'elle est très menacée de toutes ces façons, qu'il faut absolument essayer de se rendre compte, quand on accepte un projet, de quelles sont les possibilités d'effets négatifs ou d'effets positifs. L'impact de l'espèce humaine sur la Terre est de plus en plus important, largement négatif. L'acidification de l'océan, la pollution du sol et de la terre et de l'air, l'érosion de la biodiversité, enfin vous connaissez tous ces thèmes qui nous préoccupent et qui doivent devenir des objets majeurs si nous voulons que la Terre continue à rester habitable et si nous voulons que nos enfants profitent comme nous d'une vie convenable. Là, tu viens de donner un conseil pour tout le monde à suivre. Et je voudrais te poser encore une dernière question. Peut-être la plus importante de toute la soirée. Si on avait un time machine et on pouvait remonter dans le temps, et tu allais à la rencontre de ce jeune monsieur qu'on voit sur l'écran maintenant, quel conseil tu lui donneras? Mon conseil personnel? À toi-même? Oui, je lui dirais, va t'inscrire au conservatoire de musique. Eh bien, Monsieur Yves, ladies and gentlemen. Thank you, Ben. Merci à tout le monde. Oui. Donc, on doit juste dire merci beaucoup à Hubert Reeves d'être venu parmi nous ce soir. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour les questions. Continuez à la maison à s'inscrire sur notre site Internet. Continuez à envoyer des questions. On a besoin de vous parce que moi, tout seul, tu as vu comme ça fait? Non. J'ai besoin de toi et merci beaucoup au Parlement européen pour nous avoir laissé les clés. Et après, on va faire la fête. Bonsoir et merci d'être avec nous. Cheers. C'est un très bel événement et je suis très content d'y avoir participé.
J'ai noté chez les étudiants, chez les jeunes gens, une grande attention qui montrait qu'ils étaient très présents et leurs questions, effectivement, reflétaient leur présence et leur agilité d'esprit. Donc, je suis ravi. 10 champions venus du monde entier, face à face à Kinshasa.